Depuis l'arrivée du Covid-19, l'humanité prend de plus en plus conscience du caractère précieux de la vie. C'est très bien, mais ne paniquons pas. Sachons raison garder et préservons notre bonne humeur. Bienvenue dans votre émission et restez-y parce que c'est midi, c'est maintenant. Alors, parce que c'est midi, c'est maintenant, je suis avec ma team de ce jour. Sur ma gauche, vous avez donc Paulus Agathon. Paulus, bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline. Ça va, tout se passe bien? Bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a le Covid-19, mais comme on ne cesse de le dire, chacun peut y contribuer à son niveau et nous, on essaie aussi bien à ces midis qu'en dehors de ces midis. Voilà. N'est-ce pas? Posons donc des actions citoyennes. Absolument. Paulus en fait autant, rassurez-vous. Et Cassandra ne me dira pas le contraire. Hein? Cassandra, ça va, tout va bien? Oui, super positive, on garde quand même la perche, on garde le sourire, et la bonne humeur. C'est très important en cette période. C'est lourd. C'est lourd, c'est vrai, l'atmosphère est lourde avec les nouvelles qui nous parviennent. On a peur. Nous sommes déjà à 179 cas. Heureusement d'ailleurs pour nous, nous avons enregistré un seul cas, mais une vie perdue, c'est déjà énorme. Nous avons une pensée pieuse pour l'Italie, la France, l'Espagne, les États-Unis, tous les pays très touchés et tous les pays qui enregistrent beaucoup de morts. Oui, Cassandra. Moi, je voulais remercier toute l'équipe parce que voilà, vous venez quand même avec une bonne humeur. Tout le monde est là, vous êtes toujours en joie. On est là, on essaie d'être professionnel, de transmettre. Mais c'est pas facile parce que c'est vraiment lourd. Cette atmosphère-là, moi, j'aime pas trop la tristesse. Mais justement, en fait, le meilleur moyen de pouvoir contrer le malheur, c'est de garder la joie, de garder sa joie. Parce que lorsque vous êtes dans la joie, vous êtes lucide. C'est-à-dire que vous avez plus de force. Mais quand vous avez peur, quand vous paniquez, ça vous affaiblit, n'est-ce pas, docteur Philo? Oui, la peur n'a pas sa raison d'être. Vous voyez déjà... oui, mais moi, on me dit non, Philo, tu fais le malin, il y a Corona, tu portes casquette. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire le malin? Je ne vais pas changer ma nature pour un virus. Donc, il faut dissiper cette peur-là parce que y a rien. Parce que quand tu as déjà peur, même là, c'est déjà une contamination. Parce qu'on dit généralement, le virus atteint l'appareil respiratoire et autres. Donc, quand on a peur, bon, déjà, toi, mec, tu as peur, tu es comme ça. Et puis, le virus va venir s'ajouter dessus. Donc, moi, je pense qu'il faut dissiper cette peur-là. Il ne faut pas changer sa nature. Et puis, mais tout en respectant toutes les mesures préventives. C'est le plus important. Gardons notre nature et puis, soyons zen, c'est rien positif. On fait le malin, le virus est venu nous trouver dans nos malins, ça va repartir pour nous trouver dans nos malins aussi. Merci infiniment, docteur Philo. Eh bien, la première partie de cette émission sera donc réservée aux témoignages. Ensuite, nous recevrons un artiste, j'allais dire, un véritable modèle qui a décidé de prendre à bras le corps cette question du Covid-19. Il lutte à sa manière. Et puis, dans la troisième partie de l'émission, nous allons avoir un spécialiste qui viendra éclairer notre lanterne sur cette pandémie. Sur ce, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous donner tout de suite le thème de ce jour. Ex-brouteur, j'ai dû avaler des lames de rasoir comme sacrifice. J'ai envie de dire, quel courage. Enfin, dans le sens négatif. Mais bon, on écoutera dans quelques instants son témoignage. Peut-être qu'il nous en dira un peu plus et nous éclairera aussi. Pokou Jean-Yves, c'est son nom à l'état civil. Il nous rejoint juste après s'être lavé les mains. Mais tout de suite, nous partons pour son portrait. Aujourd'hui, c'est midi reçoit un jeune homme ayant pris conscience de la vie. On le surnommait Empereur Kwao, le riche planteur. Pokou Jean-Yves, à l'état civil, est un ex-brouteur âgé de 30 ans, né à Koumassi. Issu d'une famille nombreuse de 15 enfants et orphelin de père et de mère, il fait son premier cycle secondaire au lycée moderne Kofi Gado de Thiébissou et son deuxième cycle à Abidjan, au lycée municipal de Williamsville. C'est là qu'il se voit obligé d'arrêter l'école en classe de première C face aux difficultés financières de sa tante. Il préfère se lancer dans le vidéoclub et s'adonner au broutage à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, reconverti en artiste peintre et décorateur, Pokou Jean-Yves est aussi membre de la compagnie de danse et théâtre Noyer Ivoire et évolue très bien dans ce domaine. Suivons tous les détails de son histoire dans un instant avec Caroline. Pokou nous rejoint sur le plateau de ces midis. On va essayer quand même de vous encourager, hein, voilà. Avec la démarche qui va avec, hein, n'est-ce pas? Pokou Jean-Yves, installez-vous et bienvenue sur le plateau de ces midis. Ce plateau qui vous appartient, ce plateau qui vous donne la parole. Merci madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, tout se passe bien? La pêche, ça va.
Ça on va, se protège contre le corona avec les mesures d'hygiène, donc ça va. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est vrai que je vous ai vu, vous lavez soigneusement les mains tout à l'heure, mais en dehors de cela, qu'est-ce que vous faites pour vous prémunir de cette maladie? Quand je n'ai rien à faire, tout d'abord, je reste à la maison dans le confinement. Et puis, je prends mon téléphone, j'incite vraiment le monde entier, en baoulé surtout. Le monde entier? Oui, en baoulé. Parce qu'il y a des baoulés en Chine, au Japon, en Allemagne, partout. Et je fais des vidéos en baoulé pour dire à mes frères et sœurs que le coronavirus est vraiment dangereux. Il faut se laver les mains régulièrement. Ça donne quoi en baoulé? Parce qu'il y a forcément des baoulés qui nous regardent et qui ne comprennent pas forcément le français. Bien sûr. Ouais, ça donne quoi? Petit impôt. Oui, oui, petit impôt, allez-y. Coronavirus kofi bluninglan okunsam mankanklam on zimbesanu kusuma c'est abotango abwewa isa ikusuma sale omuswai afa nunu oyima ka afa nunu oyima ni onwai ade fa wuro posunu kun afa yi poubelle mankanklam otite salali ke fi ye gwasu kaolo. Merci, bravo. C'est quoi? Comment on dit merci? Merci. Merci en baoulé à un homme, on dit quoi? Cloire. D'accord, Cloire. Et voilà, nous allons donc retrouver Dr Philo à présent. Mais avant, il faut savoir que le broutage, c'est une expression de rue qui désigne la narque via Internet. Dr Philo, ex-brouteur, j'ai dû avaler des lames de rasoir comme sacrifice. Votre opinion nous intéresse également. Le thème du jour, selon Dr Philo. Je me demande comment est-ce qu'il faisait à l'époque, franchement, avaler des lames de rasoir, franchement. Mais vous êtes même protégé à vie contre le virus parce que là, quelqu'un qui a des lames dans son corps. Non, c'est pas. Non. Franchement, pour l'instant, on n'a pas de méthode préventive. Hein. Mais quelqu'un qui a lame dans son corps, le virus va aller faire quoi? Franchement, mon frère, vraiment. Heureusement que tu es ex-brouteur. Sinon, vraiment, franchement, j'allais dire, ouais, comment avaler l'âme même? J'aurais compris s'il avait dit que c'était des herbes parce que c'est le mouton qui broute. Mais là, franchement, je comprends rien. Et je suis sûr qu'il ne savait pas ce qu'il faisait à l'époque, au fait. Parce que généralement, dans ce genre de conditions-là, tu poses des actes que tu regrettes après. Parce que, comme on le dit, on ne peut pas rester dans Magnan pour arriver Magnan. Quand tu es dedans, toi-même, tu te dis, même lui, tu lui donnes les guillemets, mais il ne peut pas avaler. Parce qu'il était dans un autre monde, au fait. Et c'est ce qu'ils appellent Zamou. C'est pourquoi je voudrais remercier ici la police criminelle à l'époque qui a fait que ce phénomène a baissé aujourd'hui, l'ampleur a baissé grâce à la police. Sinon, à un moment donné, mais à ce temps, l'âme n'était rien. Déjà, il y a des brouteurs qui allaient même faire des sacrifices humains, qui allaient même jusqu'à égorger les gens. Moi, j'ai eu un jeune brouteur à l'époque il avait un petit canari dans son salon là, et sa petite amie a cassé le canari. Quand elle est venue trouver qu'elle a cassé, il a pris pistolet comme ça. Bon, aussi sa petite amie, puis lui-même il s'est donné la mort. On se demande pourquoi. Peut-être c'est les pactes qu'ils ont signés avec le diable. Et je lui ai dit que franchement, votre témoignage va nous situer un peu, nous édifier. Parce que là, vraiment, ce phénomène-là, on a pu faire très attention. C'est vrai, vous êtes à la télévision, vous êtes en direct, c'est votre témoignage, vous êtes ex-brouteur. Mais c'est des gens, généralement, il y a des règlements de compte. Il y a des règlements de compte. Vous n'êtes pas masqué, vous êtes là, vous êtes découvert. Faites très attention dans vos propos. Vous pouvez utiliser des expressions telles que Y a fait ça, E a fait ça. Ne dites pas de nom, franchement. Voilà. Parce que c'est très délicat. Et puis, heureusement que vous êtes ex-brouteur. Et puis, ben, voilà, les lames, c'est fait pour se raser, pas pour et c'est un phénomène qui a, on va dire, qui a pris forme dans les pays anglophones et qui, malheureusement, s'est répandu dans les pays francophones. Alors, beaucoup, Jean-Yves, je suis sûr que vous connaissez bien Pater Nassemian, c'est la star du moment. Nous allons le retrouver avec la question suivante. Avez-vous déjà entendu parler de sacrifice dans le monde? C'est parti. Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Caroline, c'est dans la commune du Plateau que nous vous retrouvons. Il nous est parfois revenu que ce mot est tiré du proverbe populaire « le mouton broute là où on l'attache ». Et l'idée répandue est qu'originellement, le brouteur, tout comme le mouton, obtient sa pitance sans grand effort. À chacun d'apprécier, mais aujourd'hui, le phénomène semble avoir franchi le seuil de l'irréel. Avez-vous déjà entendu de sacrifices dans le monde des brouteurs? Votre opinion nous intéresse. Oui, j'ai entendu parler souvent sur les réseaux sociaux et certains amis qui m'ont un peu expliqué certaines histoires et tout ça. En tout cas, ces gens de milieu-là, ils ne pensent pas que c'est une vie parce qu'ils sacrifient leur vie et puis après, ils meurent malheureusement. Donc, ils ne pensent pas que c'est une vie, quoi. Oui, plusieurs fois. Nous avons entendu parler de sacrifices dans le milieu brouteur.
Voilà, les arnaqueurs que nous appelons communément brouteurs. En tout cas, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour donner leur vie. Voilà. Des fois, ils donnent leur âme, ils vendent leur âme pour de l'argent. Voilà. Mais c'est des gens qui finissent mal. C'est la facilité. Voilà. C'est des gens qui aiment la facilité, qui ne veulent pas travailler. Oui, j'ai déjà entendu parler. Mais il y a des conséquences derrière parce qu'on en voit plein sur les réseaux sociaux. Là. Tantôt, quand ils finissent de faire les sacrifices, ils n'ont pas une durée de vie. La vie, on peut dire que la durée de vie est limitée, quoi. Donc, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas d'accord parce que ça n'emmène pas les jeunes à travailler. Ça n'emmène pas l'éducation aussi aux jeunes. Donc, il vaut mieux travailler à la sueur de ton front et avoir ton lendemain. L'exaltation de la richesse matérielle, l'absence d'exemplarité, le culte de la médiocrité qui ont malheureusement fait le lit des brouteurs et qui sont malheureusement vénérés. À vous le studio, Caroline. Merci infiniment, Paterne à Sémian. Eh bien, je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Pokou Jean-Yves, qui est aujourd'hui recycleur, artiste plasticien, orphelin de père et de mère. Alors, Jean-Yves, nous souhaiterions savoir comment est-ce que vous avez pu intégrer le secteur lugubre et ténébreux des brouteurs. Merci à vous. Je vous en prie. Pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer. J'aimerais vraiment commencer par là pour dire merci à Dieu, surtout, qui m'a permis de sortir de ce milieu-là. Qui m'a permis maintenant de voir qu'il y avait une autre issue pour moi, à part les sacrifices, que ce soit des moutons, des cabris, à part manger des lames. Vraiment. J'ai intégré ce milieu-là, il y a de cela presque 12 années de cela. Parce qu'il a commencé en 2009-2010. J'étais au Petit Toit Rouge avec ma tante chez qui on vivait. Ma tante que je salue au passage, qui souffre d'un cancer. Voilà. Nous sommes de tout cœur avec vous. Vraiment. Je travaille pour toi, maman. Oui. Ok. Bon, on était 11 à l'époque. On était beaucoup à la maison. Mais elle se débrouillait tant bien que mal après le décès de notre mère à s'occuper de nous. Et moi, dans ce cursus-là, il lui a dit, ben, mieux vaut sacrifier l'argent pour me mettre à l'école, pour t'occuper de moi là. Sur mes petites sœurs, moi ici encore grand, il peut me chercher, il peut me débrouiller. Et c'est dans cela qu'il a commencé à faire des petits boulots. Il a commencé à vendre à coûter, il a géré des salles de jeux vidéo. C'est à la salle de jeux vidéo même qu'il a commencé à prendre conscience qu'il y a des amis avec qui il marchait, mais qui avaient de l'argent chaque jour. Et moi, il ne gagnait pas. C'était difficile pour nous de manger à la maison. Vous avez du mal à joindre les deux bouts? C'était vraiment difficile. Là où on habitait, là, on était en dessus d'un étage. Quand il pleut, on est obligé de prendre le seau pour esserrer l'eau là pour faire sortir. Vraiment, la situation était difficile. Et là, dans cette optique-là, il a approché des amis. On dit, mais l'argent, on va prendre au cyber. Ah bon? Mais vous prenez ça au cyber comment? Et moi, aussi, aller au cyber aussi pour en chercher. Et voici comment il va passer 10 années. C'est vrai que je suis sur le plateau. Mais peut-être 10 ans d'une vie, on ne peut pas la raconter en quelques minutes. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est derrière son écran qui sera transformé vraiment aujourd'hui. Parce que Dieu a un message pour lui. Dieu a un message pour quelqu'un. Voilà. Là où c'était difficile, quand il est arrivé, il ne gagnait même pas de l'argent. Au début, il a fait presque 8 mois. Moi aussi, je tapais le clavier comme on parlait. Mais il ne gagnait rien. Voilà, c'est dans le jargon. Taper le clavier. Il y avait des mougous. Les mougous sont communément appelés nos victimes. Ce sont nos victimes qu'on appelle les mougous. Voilà. Je ne viens pas sur ce plateau pour essayer de parler d'autre chose, mais je vais faire mon témoignage parce que il faudrait que la jeunesse soit... Il venait que la jeunesse prenne conscience. On attend de vous. C'est vraiment ce qu'on attend de vous. Vraiment. Alors donc, c'était quoi votre... Je ne sais pas, il y a forcément plusieurs types de broutage, mais vous étiez spécialisé dans quoi? J'étais spécialisé dans la narc love. La narc love, ce qui veut dire? Je me faisais passer pour une femme. Voilà. Et ça marchait? Bien sûr. D'accord. Donc vous avez galéré pendant 8 mois et puis après... Pendant 8 mois et après, ben, j'ai essayé de demander plus en profondeur. Ils m'ont dit, ben, voici ce qui se passe. Il faudrait que tu fasses des sacrifices, tu attaches l'esprit de certains blancs. Il faudrait que tu te laves avec des potions, tu casses des canaries au carrefour. Je dis, ben, si d'autres le font, ils ne sont pas morts. Pourquoi hésiter? Ma famille est pauvre, c'est dur. Moi aussi, j'ai envie de sortir de cette misère-là. Ça, c'était votre raisonnement d'alors? Ça, c'était mon raisonnement à l'époque. Et voici comment il va prendre la route de Katiola, Wangolo, Tumodi. Ça, c'était ici en Côte d'Ivoire. Faire des sacrifices de moutons par-ci, cabri par-là.
L'argent venait, mais ce n'était pas en abondance. 100 000, 200 000, 250 000. Quelle était la plus forte somme? Ma plus forte somme qu'il y a eu, environ 2,5 millions en un jour. Et qu'est-ce que vous faisiez de cet argent-là? Il y avait un seul rêve, aller en Europe. Mais j'ai échoué beaucoup de voyages. Il me dit que Dieu n'était pas dedans. Aller en Europe pour faire quoi exactement? Pour continuer le broutage? Non, pas le broutage. Parce que déjà même, je joue au foot. Voilà. J'étais au foot, j'ai joué au Stella Club d'Adjamé. Voilà. Pour ceux qui me voient ici, les postes télévisés sauront que je suis un grand joueur de foot aussi. Mais néanmoins, je voulais aller en Europe. C'était mon seul objectif. Mais de façon clandestine, voilà, ça ne vous aurait pas permis d'exceller dans le sport? Vraiment. Vraiment. C'était vraiment, il y avait un objectif, moi aussi, aller au broutage, juste pour me faire un chemin et puis atteindre mon objectif. Mais une fois que vous constatez que vous n'arrivez pas à vous réaliser à travers le broutage, est-ce que ça vous donne la force de continuer? Il y a eu plus de force à continuer. Parce que 10 ans quand même, c'est toute une vie. Hein. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Il y a eu plus de force à continuer jusqu'à ce que ça me pousse à aller au Bénin, au Togo. Parce que je me suis dit que c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent qu'il ne partait pas. Donc, je voulais avoir plus de puissance. C'est au Bénin que je suis parti au Bénin. On est rentré dans certaines sciences occultes où on était obligé de manger des lames. Ça, c'est incroyable, en fait. De manger des lames. Les lames qu'on vend souvent à la boutique, là. Et ça ne vous faisait pas de mal? Comme du pain au chocolat. Pardon? Non. Comme du pain au chocolat. Du pain au chocolat de la blancherie? Oui, en fait, il le faisait naturellement, en fait. Vous le faisiez naturellement. Alors, ce que je veux savoir, il y avait forcément un rituel ou quelque chose qui était fait pour... Bon, il y a eu des rituels qui se sont passés. Le premier rituel, en tout cas... Bon, on ne va pas rentrer forcément dans tous les détails. Le premier rituel, vraiment, a été long. Dans le premier rituel, j'ai failli perdre ma vie. Voilà. Je n'avais pas encore l'âge, j'avais que 21 ans. Et je devais avoir 26 ans avant de pratiquer ce rituel. Mais je me suis dit, vous étiez tellement pressé. Je vais sortir. Et il a failli perdre la vie. Parce que vraiment, je suis tombé évanoui. Beaucoup de choses se sont passées. Grâce à Dieu. Mais ça ne va pas vous pousser à vous abandonner? Non. Ça ne vous pousse pas à abandonner? Non. Et finalement, on ne va pas raconter tout ce que vous avez fait dans ce domaine parce que c'est même pas intéressant, c'est pas du tout agréable à écouter. Ah, c'est dommage, vraiment. Mais comment est-ce que vous arrivez à sortir de cet engrenage? C'est une grâce de Dieu, vraiment. Parce que c'est personnellement que je suis sorti du broutage. Personnellement. J'ai perdu un ami en 2016-2017 et à sa veille, j'ai pris conscience que avec tout ce qu'on a fait, et puis sa mort était tellement tragique que je devais prendre conscience aussi qu'il pouvait mourir comme ça. Et si je suis sur cette terre-là, peut-être il y a un Dieu suprême qui me regarde quelque part. Et c'est là, un matin, j'ai pris que ce soit... Mais en temps, quand il partait à l'église, il y avait mes potions sur moi. C'est-à-dire pendant que vous étiez brouteur, pendant que vous alliez vous chercher à Wangolo, au Bénin, tout ça, que vous avaliez les lames, vous alliez à l'église? Ouais. Ok. Mais quand il est vraiment venu pour les malades. Hein. Ouais. Vraiment, Dieu est vraiment venu pour les malades. Quand j'ai pris conscience de cela, ben, le lendemain matin, je suis allé à une prédication qui m'a vraiment touché. Je suis membre des églises évangéliques Assemblée de Dieu, Toaou Shalom. À la tête, le pasteur Esmel. Ça, c'était l'instant pub. Vraiment, c'était pas facile. Parce que quand je suis arrivé à la maison, j'ai regardé mes canaries, des potions magiques, des bagues au doigt. J'ai tout enlevé et mis dans un sachet noir et jeté à la poubelle. Et je me suis dirigé vers une librairie pour m'acheter une Bible. Donc il y a deux choses qui ont créé le déclic et qui vous ont poussé à abandonner. Vraiment. J'allais dire qui ont créé la prise de conscience. La mort de votre ami qui vous a interpellé au plus haut point. Il était aussi dans le domaine et je suis sûre qu'il se croyait immortel en fait. Vraiment. Comment vous avez vécu cet épisode-là? Courage. C'était difficile, hein? Un ami qui m'a... avec qui il faisait tout même. Qui faisait le broutage aussi? Ouais, il faisait tout, vraiment. Caroline, si vous me permettez, j'ai une petite question. J'aimerais savoir, parce que vous êtes allé au Bénin, vous avez fait quelque part des pactes. Vous ne redoutez pas le retour de la médaille? Parce que c'est jamais gratuit, ces choses-là.
Il y a toujours un retour, mine de rien. Et vous pensez que le fait que maintenant vous priez, vous êtes protégé? Parce que vous avez signé quelque part un pacte. C'est biblique parce que la Bible dit tout ce qui est lié sur cette terre est lié dans les cieux. Et tout ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. Je me force à être avec Dieu pour délier tout ce qui est enchaîné. Et ça va, pour l'instant ça va. Même si, des fois quand je suis dans mes créations, je dis, vous voyez devant moi, ce sont mes créations. Mais il m'est arrivé qu'un jour, il y a une voix qui m'a dit, toi tu penses que il t'est laissé comme ça, c'est pas fini. C'est Jésus, tu veux suivre. Tu verras ce qu'il va te faire. Et parlant de voix, il y a des voix qui vous fatiguaient les nuits. Ouais, il n'arrivait pas à dormir. On en reparle dans quelques instants. On part pour la pub. À tout de suite. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et avant de poursuivre notre échange, arrêtons-nous encore une fois sur le Covid-19. Le Covid-19, chers téléspectateurs, est une réalité. Il ne fait aucune distinction. Et malheureusement, il nous a arraché à l'affection de certaines sommités du monde des médias et musicales. Regardons ensemble cet élément. Et voilà, malheureusement, ils nous ont quitté Jean-Michel Denis, journaliste à Afrique Magazine, Manu Dibango, artiste, chanteur, musicien, et aussi Pape Diouf, ex-président de l'Olympique de Marseille. Tous nos encouragements à leurs familles respectives. Eh bien, nous poursuivons notre échange avec notre ami Pokou. Ça va? Ça se passe bien? Dieu fait grâce, ça va. Ça va, d'accord. Alors là, on parlait de vos nuits qui étaient troublées par des voix, juste avant la pub. Okay. Ben, je n'arrivais pas vraiment à dormir. C'était difficile. Je me poursuivais, me retrouvais même des fois dans des cimetières, en plein rêve, où je devais vraiment chercher à m'en sortir de là. Mais à mon réveil, ça allait et je continuais encore dans mes pratiques. Mais après, quand j'ai pris conscience et que j'ai commencé à aller à l'église, ça a changé. Ça a changé au fur et à mesure. Est-ce que votre changement il s'est fait de façon brusque et radicale ou il a été progressif? Mon changement, je peux dire qu'il a été fait brusque, instinctif en même temps, sur les champs. Parce que sur les champs, ça a commencé, presque les musiques du coupé décalé ont disparu seul de mon téléphone. Voilà. J'ai soulevé ces potions-là, je les ai jetées seul. Tout ce qui était à la maison, vraiment, qui ne pouvait pas m'édifier vraiment. J'ai commencé, je ne les donnais même pas en cadeau, mais je les jetais seulement. Je les jetais, ce qui peut casser, il cassait, ce qui peut jeter, il jetait. Et vos amis qui étaient dans la même situation que vous, vos amis brouteurs, ce changement-là, comment est-ce qu'ils ont... en tout cas, dans les débuts, certains, parce que dans ce domaine-là, c'est l'alcool, les femmes, le sexe, tout et tout. Voilà. Mais au début, ils ont dit, ben, tu as arrêté l'alcool, tu dis tu vas à l'église, on verra 5 jours, on te donne 5 jours. Il a fait 1 mois, on te donne 6 mois, il a fait 1 an, sans toucher à l'alcool avant de passer par le baptême. Alors, comment cette reconversion s'est faite du broutage aujourd'hui? Vous êtes devenu artiste? Que dirais-je? Si ce n'est pas Dieu. Il n'a même pas appris ça. Sérieux? Oui. Il n'a appris nullement, nulle part. Je suis autodidacte. J'utilise tout ce qui est recyclable. Carton, bouchon de vin, pipette, pour faire des créations. Il y a le maire, M. Konik Afana Gilbert, avec madame, la directrice des affaires socio-culturelles de l'Amérique, qui a organisé un concours dont je porte le t-shirt même, Génération Positive. Il fait tout ce qui est positif maintenant. Voilà. C'est très bien. Tout ce qui est positif maintenant. On était 500 candidats, ils ont pris 30 et il fait partie des 30. Vous faites partie, bravo, bravo. Paulus Agathon. Alors notre invité dit qu'il fait tout ce qui est positif maintenant, mais c'est clair que quand on a été habitué aux choses aisées, c'est difficile de s'en détacher. On a sur la page Facebook Kwasi Yannick qui dit « J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu de regrets ?» Oui, c'est vrai que vous avez entamé une nouvelle vie, mais c'est difficile souvent de se détacher de certaines choses. Vraiment, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai 2 enfants. Mon premier fils, c'est lui-même qui m'a fait vraiment prendre conscience parce qu'il tombait tout le temps malade.
Il tombait tout le temps malade. Et même quand j'ai arrêté le broutage, on est parti à l'hôpital une fois. Ils ont dit que son foie était gros, que son âge. Ben, il a commencé à sourire. Le docteur a demandé pourquoi. C'était dans une clinique. Il lui a dit, Dieu me met en l'œuvre. Il a lui montré que moi aussi, je suis prêt à le suivre. S'il rentré en jeûne et prière, il a bombardé. On est allé une semaine encore. On dit c'est à la normale. Il dit voilà. En tout cas, nous, on est très heureux que vous ayez abandonné cette vie-là parce que ce n'est pas évident, voilà, avoir de très mauvaises habitudes et abandonner. Vous auriez pu perdre votre vie dans cela, comme ça a été le cas pour votre ami. Merci beaucoup pour ce témoignage et je vous dirais, quel est le message que vous pourriez porter aux jeunes qui, malheureusement, n'ont pas encore la force d'abandonner? Chers jeunes, chers frères, chers sœurs, ce n'est pas difficile. Il suffit seulement d'accepter le Seigneur. Cet argent que tu cherches là-bas, il y en a pleinement chez le Seigneur. Aujourd'hui, je suis dans une compagnie, je me fais des contacts. Aujourd'hui, je viens de croiser Dr Philo. Ça, c'est une grâce. N'est-ce pas? Vous avez croisé, vous? Vraiment. Et tout ça grâce à Dieu. Je n'ai même pas eu besoin de me laver au carrefour à 3 h du matin. Voilà. C'est le message qu'il aimerait apporter à la jeunesse. Cet argent dont tu cherches là, Dieu l'a déjà gardé pour toi. La gloire, Dieu a déjà gardé. Et tout ça, c'est biblique. Hein? Parce que la Bible nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai point et je ne vous laisserai point. Merci beaucoup pour ces moments d'exhortation et surtout, on vous encourage et on vous souhaite bon vent, plein de succès dans votre nouvelle carrière d'artiste. Merci beaucoup d'être venu. Vous allez passer votre place à un autre invité voilà, qui vient nous communiquer des informations aussi utiles que celles que nous venons de recevoir. Eh bien, c'est un leader charismatique dans son domaine, dans le domaine musical. Il est le président de la fondation Magic System. Asalfo se lave les mains pour nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Merci de l'encourager. Voilà. Asalfo nous rejoint donc sur le plateau. Avec lui, nous parlerons de caravane humanitaire au profit de la population du district d'Abidjan face au Covid-19. Bien sûr, par la Fondation Magic System et l'Union européenne. Voilà. Bonjour Asalfo et bienvenue sur le plateau de ces midi. Bonjour Caroline, bonjour à tout le plateau. Alors je sais qu'Anoumambo vous est très cher au cœur et tout de suite j'ai envie de vous demander comment Anoumambo vit cette situation. Mais Anoumambo vit cette situation comme toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde essaie de s'adapter à cette nouvelle vie qui s'impose à nous en respectant les règles de prévention et puis aussi en suivant toutes les consignes données, pour qu'ensemble nous luttons efficacement contre cette pandémie-là. Voilà. Alors, pour revenir donc à l'ordre du jour, du 2 au 9 avril, vous entamez donc une caravane au profit de la population dans tout le district d'Abidjan. Alors, comment est-ce que vous y prenez? Quelles sont les initiatives que vous mettez en place, vous et l'Union européenne? Ben écoutez, avec l'Union européenne, en 2019, nous avons signé un partenariat sous le signe de l'Alliance Europe-Afrique. Et c'était pour promouvoir des valeurs. Et parmi toutes ces valeurs que nous avons promues à l'intérieur du pays, nous avons fait plus de 17 villes, il y avait la solidarité. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur moment pour parler de solidarité que ces moments-là. Donc on s'est dit, voilà une valeur qu'on a prônée et voilà une valeur qu'on va mettre en évidence voilà, auprès de ces populations-là qui nous suivent. Abidjan est une ville confinée aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas les moyens de faire des provisions au supermarché. C'est clair. On regarde, tout le monde parle de gel hydroalcoolique, c'est vrai. Mais quand on demande à quelqu'un de rester chez lui, il faut que cette personne ait les moyens de se nourrir, cette personne ait les moyens de se prendre en charge. Et nous avons pensé qu'il était important, à notre manière de contribuer, en essayant d'aller en aide à 5000 familles du district d'Abidjan. 5000 familles. À 5000 familles du district d'Abidjan. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y aura de la sensibilisation, mais il y aura également des dons, comme vous avez eu l'occasion de le mentionner. Mais, en général, quand il y a des dons, certaines familles disent que celles qui pourraient se sentir les plus concernées n'en bénéficient pas forcément. Comment vous vous y prenez pour identifier les familles qui en bénéficieront? Nous avons pensé à tout ça parce que nous avons reçu des coups de fil, nous avons reçu des emails, des gens qui nous envoyaient des messages sur les réseaux sociaux pour nous parler de ça et nous avons pris ça en considération. Alors voilà comment nous avons procédé. Nous avons pris attache avec les maires qui nous ont mis en contact avec les différents conseillers sociaux culturels qui vont nous mettre en contact avec ces familles-là, qui vont nous donner des listes
que nous allons joindre nous-mêmes. Il y a aussi des ONG qui vont se joindre à l'action, qui vont venir faire des enlèvements de kits auprès de la Fondation Magic System, des ONG crédibles qu'on a eu le temps d'étudier, qui vont faire des enlèvements pour que cela arrive aux familles. Donc les familles seront jointes directement. On ne donne pas à la mairie et on tourne le dos. Nous allons faire un suivi. Nous avons appelé des bénévoles. Nous avons mobilisé notre fan club qui va servir de courroie de transmission pour pouvoir envoyer ces denrées-là vers les familles. Il y a certainement des ONG qui vous regardent. On ne sait pas si la sélection a été faite. Alors, on se demande quel est le critère ou quels sont les critères qui nous rendent éligibles. Mais les critères sont simples. On ne crée pas une ONG ponctuellement. C'est clair. Une ONG est mise en place pour mener une action et puis quand une situation arrive, l'ONG adapte ses actions. Donc nous avons le temps aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, d'aller contrôler, d'aller voir les actions que ces ONG ont pu faire jusqu'à aujourd'hui pour donner de la crédibilité. Donc on a déjà demandé qu'on envoie des mails. On a reçu plus de 1000 mails qui sont en train d'être décortiqués un à un, qui sont en train d'être étudiés. Et ces ONG-là recevront des coups de fil. Je préviens que toute ONG n'ayant pas reçu de coups de fil qui se présente à la Fondation n'aura pas gain de cause. Il faut attendre d'être appelé avant de venir. C'est comme les familles. On évite les attroupements de plus de 50 personnes. Donc les familles restent à la maison. Nous allons planifier et les appeler une à une pour que chacune puisse venir récupérer ce qui lui est dû. Et il faut que nous soyons un peu plus responsables. Il faut que les ONG sachent, et toutes ces personnes qui seront avec vous, même les bénévoles, il faut que toutes ces personnes sachent que ce n'est pas pour elles. Ces dons ne leur appartiennent pas, mais ces dons appartiennent à des familles qui sont dans le besoin. C'est le meilleur moment pour être solidaire. Et tout ça, moi je trouve même cette histoire, c'est mon point de vue. ONG, tout ça là, c'est long même. Voiture même là, tu rentres dans Yopougon, il y a des endroits. Ils ont besoin d'aide. Ils ont forcément besoin d'aide. 5 000 familles, c'est énorme. C'est énorme, hein? 5 000 familles, c'est impossible. Demain matin, on va commencer à Yopougon. On va prendre 500 familles à Yopougon. On va donner 5 000 familles. C'est un kit. C'est vrai que ça ne ressemble à rien, mais ça peut contribuer à quelque chose. C'est un sac de riz. Je dis ça aux familles pour que quand elles reçoivent, qu'elles sachent ce qu'elles ont dans leur kit. Voilà. C'est un sac de riz de 22,5 kg. C'est un carton de savon. C'est une douzaine de savons. C'est un paquet de choses, un carton de sucre, voilà, et c'est aussi une grande bouteille d'huile pour la famille. D'accord. Et aussi un gel hydroalcoolique. Merci, merci infiniment à Salfo pour cette belle action. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous et puis sachez compter sur nous en pareilles circonstances. Merci beaucoup. Nous sommes dans le même bateau et ce que j'apprécie, le positif du Covid, c'est que le jeu a disparu pour laisser place au nous. C'est ça. Alors, le 2 avril à Yopougon, le 9 avril Koumassi, Port-Boué. Voilà, on va retenir ces deux dates. Voilà, c'est la fin, le début et la fin. Le début et la fin. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Nous allons marquer un autre instant pub et puis on retrouve notre invité pour parler du Covid. Retour sur le plateau de ce midi, le professeur Domoa Kwao Médard s'est installé. Bienvenue encore. Je vous avais réclamé la dernière fois et vous êtes revenu. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de service de pneumologie au CHU de Treichville. Avec vous, on parle encore du Covid-19, plus spécifiquement sur les mesures préventives. Avant, je crois que Paulus veut... En tout cas, il me regarde avec de grands yeux. Je vous écoute, Paulus Agaton. Écoutez, Caroline, comme je le disais, chacun peut contribuer, en tout cas face au Covid-19, à sensibiliser. Et depuis le début de la semaine, nous avons demandé aux internautes de nous faire parvenir leurs questions sur tout ce qu'ils voudraient savoir en rapport avec cette maladie. Et nous avons une série de questions auxquelles notre spécialiste va tenter de répondre. Voilà. À vous l'antenne, Paulus Agaton. Merci Caroline. Alors, sur la page Facebook, nous avons Salia Grafouté qui dit « On nous parle de cas de guérison alors qu'on dit qu'il n'y a pas de médicaments pour le coronavirus. Comment ça se fait exactement ?» Alors, merci. Et jusqu'à un passé récent, il n'y avait pas véritablement de médicaments pour lutter contre la Covid. Il y a eu des expériences qui ont été faites et aujourd'hui, il y a deux grandes études qui sont en cours. Une étude européenne qui va enrôler près de 3800 malades, qui s'appelle l'étude Discovery. Et il y a une seconde étude
qui est sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'étude Solidarité, qui va essayer de voir dans quelle mesure on pourra utiliser plusieurs médicaments dans le traitement de la Covid. Mais déjà, nous avons des pistes de traitement. Aujourd'hui, il y a la chloroquine qui est utilisée, validée dans des protocoles. Et il y a aussi d'autres médicaments, dont des antirétroviraux. Et c'est bien d'insister sur le protocole. Oui, le protocole, c'est un protocole médical. Il ne s'agit pas de faire de la prévention. Encore moins de l'automédication. Encore moins de l'automédication. Et en dehors de ces traitements qui n'étaient pas réalisés, il y a des malades qui ont guéri spontanément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur organisme a repris le dessus. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut guérir et puis refaire un autre épisode, donc être recontaminé. C'est pour cela qu'il est important, même si on arrivait à trouver des médicaments vraiment efficaces, il est important qu'on observe quand même les mesures de prévention. Parce que, comme le dit l'adage populaire, en pareille circonstance, mieux vaut prévenir que guérir. Mais j'entendais un spécialiste dire qu'on ne peut pas être recontaminé du même Covid. Je crois qu'il existe 3 types de coronavirus. Il existe 3 types de coronavirus, dont le coronavirus du syndrome de détresse respiratoire qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Mais si vous faites une infection au nouveau coronavirus, que vous guérissez, vous pouvez faire un autre épisode si vous êtes contaminé. Et ça, c'est une réalité. Et donc, quand vous êtes malade, que vous guérissez, vous devez continuer à appliquer les mesures d'hygiène. Donc la quarantaine s'impose non seulement pour les personnes malades, mais aussi pour les personnes guéries. Donc c'est important que les mesures d'hygiène soient appliquées. Merci beaucoup. D'accord. Une autre question. Cela répond à la question de Charles Cissé qui voulait justement savoir cela. On a un internaute qui nous suit du Mali, Boubacar Junior Balo. Il dit, lorsqu'on est en contact avec quelqu'un qui est infecté, combien de temps faut-il avant de ressentir les symptômes? Alors, il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est-à-dire, c'est la période qui sépare la contamination des premiers signes de la maladie. Donc, en principe, la moyenne pour cette période d'incubation a été définie de l'ordre de 3 à 4 jours. Mais cette période d'incubation peut aller jusqu'à 12-14 jours. C'est pour cela que lorsqu'on met les gens en quatorzaine, comme on le dit maintenant, c'est justement pour leur permettre de passer cette période d'incubation. Donc, pendant toute cette période d'incubation, la personne est contagieuse. Et donc, les symptômes vont apparaître après la période de contamination, la période d'incubation, pardon, qui est de 3 à 4 jours, mais qui peut aller jusqu'à 14 jours. D'accord. Annabelle Déa a dit pourquoi on ne fait pas un dépistage sur tout le monde? Parce qu'à mon avis, la maladie ayant les mêmes symptômes qu'une grippe, quand quelqu'un tousse ou éternue, si tu l'interpelles, il dira certainement qu'il est enrhumé, alors qu'il peut avoir effectivement autre chose. Ok, mais dès lors, là, je ne comprends pas bien sa question parce que quand elle demande de tester systématiquement tout le monde, je pensais qu'elle me dirait pourquoi on ne teste pas les patients du pays. Pourquoi on ne teste pas tous les habitants de la Côte d'Ivoire? Nous sommes 20 millions. Et ce n'est pas judicieux et du point de vue économique, ce n'est pas rentable. Mieux vaut tester les personnes qui présentent des signes. Et si ces personnes qui présentent des signes sont positives, on va les mettre en isolement et on va y chercher dans leur entourage quelles sont les autres personnes qui sont susceptibles d'être contaminées et qui présentent les symptômes. Mais faire un dépistage systématique pour les résultats qu'on veut obtenir, ce n'est pas rentable. C'est vraiment pas rentable. Mais ça aurait été quand même l'idéal. Hein. Oui, parce mais c'est parce qu'on n'a pas suffisamment, même en Europe, il n'y a pas suffisamment de plateaux techniques pour le faire. Tout à fait. Au dépistage systématique. C'est cela. C'est un dépistage qui est ciblé sur les personnes qui présentent des signes. On ne peut pas faire un dépistage systématique. Donc finalement, c'est un peu trop tard si à chaque fois, parce que comme Mme Da Silva le disait, si on prenait les mesures dès le départ et on dépistait chaque personne, est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps? Mais vous parlez d'un point de vue économique. On aurait pu gagner du temps, mais on est dans les capacités de le faire. Tout à fait. D'habitants en Côte d'Ivoire à 23 ou 24, ouais. C'est ça, on est nombreux. De systématique, c'est par rapport à la population. Alors, puisqu'on n'a pas le choix,
respectons juste les consignes sanitaires. Parce qu'on est tous des malades potentiels. Enfin, pas moi. En puissance. Pas moi, je suis préservée là. On est tous préservés. On n'observe pas les mesures, on est des malades en puissance. On est préservés. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être venu nous informer sur la maladie. Merci infiniment. Merci, Paulus. Je vous en prie, Caroline. Merci, Cassandra. Docteur Philo, merci. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. Très chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Lavons nos mains et lavons nos cœurs aussi. Merci.